d'être là ce soir. Merci à Laurence Decoq de nous faire le plaisir d'être parmi nous ce soir pour parler de ce sujet passionnant qui est comment fabrique-t-on l'histoire, comment enseigne-t-on l'histoire et quelles sont les implications politiques que les choix impliquent, que les choix d'enseigner l'histoire impliquent. Et effectivement, Romain Loiseau, qui malheureusement n'est pas là ce soir, c'est lui qui a construit cette soirée et il nous a choisi quelques extraits vidéo pour permettre à Laurence de réagir. Ils seront les points de départ d'une petite conversation et qui pourront nourrir ensuite vos questionnements. Alors le premier extrait qu'on voulait vous passer est un extrait de film de fiction pour le coup et on va vous proposer ça tout de suite. Plus ou moins tout de suite. Oui, peut-être que c'est mieux. On est mieux comme ça. Qu'est-ce que l'histoire? L'opposition des contraires. Toi, au moins, tu sais lire. Content de l'apprendre. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi exactement? Stacy? Que ça change. Merci Stacy. Je suis heureux de voir que quelqu'un m'écoute. L'histoire, c'est l'étude des changements au fil du temps. Et qu'est-ce qu'un changement? C'est ça, c'est une opposition. C'est deux choses qui poussent dans des directions opposées, qui s'affrontent. Prenons le mouvement des droits civiques, ok? C'est essentiellement, ce sont deux mentalités qui s'opposent. Dans le Sud, la majorité pense que les hommes ne sont pas égaux. Et une minorité, elle, pense qu'ils le sont. Donc cette minorité lutte, combat et s'oppose, jusqu'à ce qu'elle devienne enfin la majorité. Je vous ennuie? Hein? Prenons d'autres exemples, ok? Des forces opposées donc comme le jour et la nuit. Quoi d'autre? Petit et grand. Bien. Quoi d'autre? Gauche et droite. Gauche et droite, excellent. Stacy? Moi et vous. Vous et moi? Vous et moi. Professeur élève, oui. Quoi d'autre? Monsieur Dunn, Oui. est-ce que vous pensez que la sœur chauve de Gina et moi, on est des contraires? Oh l'insulte. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une insulte. Réponds Gina, tu vas pas accepter ça? T'as vraiment une sœur? Et elle est bien chauve, dis quelque chose. Mais 54, le 17, ça vous cause? Arrête de te la péter, Gina. Ouais, tu nous saoules, J'attends de la réflexion de votre part. Je ne veux pas que des dates et des faits. Je veux les causes, je veux les conséquences. Je veux savoir ce que ça signifie. Bon, revenons à la sœur chauve. C'est quoi cette histoire? À droite? À gauche? En avant? En arrière? Je shoot! J'avais une copine débarquée là. Elle t'envoyait des signaux de fumée. Elle avait allumé un feu. Elle te fait des grands signes et toi tu vois rien. Tu l'as juste... Voilà. L'extrait de ce film d'Alf Nilsson nous donne une définition de l'histoire, et c'est là-dessus qu'on voulait vous faire réagir pour commencer. Dans cet extrait, l'histoire et la fabrication de l'histoire est présentée comme une dynamique conflictuelle de forces qui s'opposent et qui travaillent l'une contre l'autre pour faire émerger quelque chose. Vous, quelle est votre définition de l'histoire? Est-ce que vous partagez celle présentée dans cet extrait vidéo? Alors, déjà, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir bravé cette pluie neigeuse pour venir écouter et parler d'histoire. Alors, je partage beaucoup de choses de cet extrait de film que je n'ai pas vu.
que je ne connais pas. Je partage beaucoup de choses et en même temps j'ai envie de compléter aussi un petit peu. Pour moi, l'histoire, si je devais, en tout cas c'est comme ça que je le présente à mes étudiants, quand je prends une définition extrêmement basique de l'histoire, je prends notre référent à nous qui s'appelle Marc Bloch, qui était un grand historien, mort, fusillé pendant la Deuxième Guerre mondiale, résistant, etc., qui a vraiment été, qui est une de nos références. Vous savez, chaque métier a un petit peu ses figures totémiques, hein, et donc nous, c'est lui. Et il a, dans l'un de ses livres, qui s'appelle d'ailleurs Apologie pour l'histoire et le métier d'historien, il a une définition qui est: l'histoire, c'est la science des hommes dans le temps. Et moi, évidemment, j'ajoute toujours « et des femmes ». Marc Bloch n'a pas pensé à l'époque, hein. Ça fait pas longtemps qu'on pense à parler des deux. Donc je leur dis toujours, c'est la science des hommes et des femmes dans le temps. Alors c'est beaucoup moins excitant que de le présenter comme le fait cet enseignant-là, qui évidemment, lui, fait tout de suite le choix de mettre de l'engagement dans sa définition de l'histoire, et j'en parlerai après. C'est aussi parce que c'est pas simplement un historien, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un historien, mais c'est un enseignant d'histoire. Et ce n'est pas la même chose. Et donc quand on parle d'histoire, et que je dis c'est la science des hommes et des femmes dans le temps, en réalité, si je prends chacun des blocs, si je prends science, si je prends hommes et femmes, et si je prends temps, je peux parler pendant des heures de ce qu'est l'histoire. Science, pourquoi? Parce que, effectivement, l'histoire, c'est une science sociale, une science humaine et sociale. Science, ça ne veut pas dire, je dis le vrai, c'est comme ça, on ne conteste pas, de la même manière que quand on mélange du rouge et du bleu, ça fait du violet, c'est pas ça que ça veut dire. Science, ça veut dire, c'est une méthode. C'est extrêmement important. Une méthode pour faire de l'histoire. On va chercher des sources, on est face à des documents, ça c'est une source, et puis évidemment des archives, des choses plus traditionnelles. On est face à des documents et on les fait parler. On est face à des documents qui en soi ne disent rien, et on les fait parler. On donne vie à une question. Et ça répond à des méthodes qui sont, voilà, qu'on apprend quand on veut être historien. Et je le dis tout de suite parce que j'ai bien vu que dans les extraits, vous allez avoir un certain nombre d'huluberlus. Et parmi ceux qui sont montrés, il n'y a pas d'historien, même s'ils s'autoproclament historiens, précisément parce qu'ils n'ont pas cette dimension de méthode. Hommes et femmes, alors là, tout est dit. Hommes et femmes, ce sont effectivement les vous et nous du passé. Ce n'est pas les grands hommes et ce n'est pas les grandes femmes, en tout cas pas que ceux-là et pas plus ceux-là ou celles-là que d'autres. Ce sont les hommes et les femmes, c'est les acteurs sociaux, c'est vous, c'est moi, c'est ces gens qui ont agi au moment du mouvement des droits civiques dont parle cet enseignant, etc. Et puis le temps. Le temps, c'est notre matière première. Et le temps, c'est assez fascinant en réalité. Le temps, ce n'est pas une frise chronologique telle que vous l'avez vue sur les murs de vos écoles, ou peut-être telle que vous l'avez, vous, en tant qu'enseignant, j'en sais rien, pratiqué. Ça, ce n'est pas vraiment du temps, c'est une représentation du temps, qui dit des choses d'ailleurs, dont on pourra reparler, mais c'est une représentation parmi d'autres du temps. L'historien périodise, il construit son propre rapport au temps. Et alors, quand il veut, il fait des accélérations, ou au contraire des décélérations. Un historien qui fait une histoire du climat, par exemple, vous imaginez bien qu'elle ne tient pas sur sa frise chronologique. Hein. Mais un historien qui fait l'histoire d'une journée, parce que ça existe aussi, vous voyez, c'est un historien qui joue avec le temps. Voilà, c'est quelqu'un, nous, notre matière première, c'est le temps. Ça, c'est ma définition de l'histoire parce que je la trouve belle, parce qu'elle est toute simple et parce qu'elle dit tout. Après, effectivement, dans ce qu'il décrit de la dynamique de la conflictualité, c'est plutôt que l'histoire en elle-même, c'est le moteur de l'histoire. Quand il dit c'est ce qui fait avancer. Alors je ne sais pas si le terme d'avancer ou pas est correct, mais peu importe, on peut le prendre pour nous. Effectivement, si on veut qu'il y ait événement, comme on dit, événement historique, eh bien il faut que tout le monde ait la conscience au moment où il se passe quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est très rare d'avoir conscience d'un événement historique au moment où il a lieu. J'allais vous interrompre, est-ce que vous avez des exemples dans l'histoire, justement, de moments où les contemporains de cet instant se sont dit, tiens, nous vivons à un moment historique. Bien sûr, la Révolution française, par exemple. Alors là, in situ, oui, j'ai entendu que vous le disiez, in situ, des gens ont dit, il se passe quelque chose. C'est la Révolution. Voilà, on est en situation historique et demain c'est dans 100 ans. La résistance,
moment extraordinaire. On n'est pas en guerre en 40, ou en résistance en 40, comme on l'est en 44. Tous les gens qui témoignent ont cette réflexion sur le temps qui est absolument incroyable. Tous disent, et Marc Bloch le premier d'ailleurs dans le livre que je citais, tous disent, finalement, c'est très long, c'est très long. Ils vivent une vie en réalité en résistance. Dans les tranchées, on vit une vie aussi. Vous savez, quand les gens disent « j'ai l'impression que le temps s'arrête bon. ». Donc, et puis, beaucoup plus récemment, moi je me souviens avoir dit à des élèves plus jeunes cette fois, et même à mes étudiants, je leur ai dit au moment du 13 novembre 2015, vous vivez un événement historique. Alors celui-ci, évidemment, il est extrêmement triste, mais on sait qu'il y a un avant et un après. On sait, hein, cette expression que rien ne sera plus jamais pareil, on sait qu'il y a un avant et un après. Voilà, et ça, en effet, c'est rare. C'est très rare, mais voilà, c'est ce sentiment d'être en situation. Je pourrais dire aussi hein, que même si c'est une séquence plus longue, la séquence que nous n'avons pas terminée, mais que nous avons commencé il y a 1 an et dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui avec les Gilets jaunes, est une séquence historique. Et ce n'est pas pour rien si ces gens qui ont endossé un gilet, la première chose qu'ils ont faite, quoi qu'on pense du mouvement par ailleurs, mais la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont écrit sur les murs les références à la Révolution française, tout de suite. Nous sommes les sans-culottes du XXIe siècle, etc., etc. Donc je crois que cette conviction, effectivement, elle existe. Après, l'historien, parfois, est un peu magicien, parce qu'il peut aussi fabriquer des événements, avec des choses qui, a priori, échappent à la conscience au moment où ils ont lieu. Échappent à la conscience, en tout cas, on va dire, de la majorité. Mais un événement, c'est aussi lorsqu'on est dans une campagne au Moyen-Âge et que 2 hivers d'affilée, il n'y a pas de récolte. Chose qui n'entrera pas forcément dans ce qu'on appelle la très grande histoire, mais qui, du point de vue d'une histoire locale, est fondamentale, parce que ce sont des morts, ce sont des famines, ce sont des drames, etc. Donc les événements, c'est aussi ce qui se transmet à différentes échelles et que l'historien est chargé de redécouvrir. Et c'est ça le fait qu'un historien, une historienne se penche sur cet événement, enfin si par exemple quelqu'un se dit tiens je vais m'intéresser à ces 2 hivers, ces 2 sécheresses, ça fait l'histoire. C'est le fait qu'un historien ou une historienne se penche sur ce moment, essaie d'en voilà. décrire les événements. Voilà, de même que si je dis c'est une bouteille d'eau, ok, c'est une bouteille d'eau, donc a priori elle est quand même destinée à être bue, hein, là maintenant, au moment où je vous parle, quand je vais commencer à avoir la bouche un peu sèche. Mais je peux tout à fait aussi, si je suis en classe avec des petits, dire que je vais faire une histoire des techniques, dire que je vais faire une histoire des pratiques alimentaires avec cette bouteille d'eau, je la transforme en objet de travail. Et si dans 150 ans, un historien retrouve, et ça va lui arriver parce qu'elles seront encore là, des nappes de plastique et ces drôles de formes-là, eh bien, il pourra faire une histoire de ces hommes complètement fous du XXe et XXIe siècle qui ont littéralement pollué la Terre avec cette drôle de matière. Et donc, ça devient une source. C'est beau quand l'eau devient une source, hein, c'est le retour à la source, vous voyez, de l'eau. Mais donc, effectivement, l'historien, il a ce pouvoir-là, il a ce pouvoir de fabriquer des sources et du coup de faire événement aussi. Et juste pour terminer sur cet extrait, là où en revanche je suis tout à fait sensible à ce qu'il dit et je m'y retrouve complètement, c'est lorsqu'il dit à ses élèves, moi ce n'est pas les dates et les faits hein, qui m'intéressent, donnez-moi des causes, donnez-moi des acteurs, donnez-moi des conséquences, c'est ça l'histoire évidemment, hein, c'est bien sûr beaucoup plus que simplement une date qu'on apprend par cœur. Justement, donnez-moi des... enfin, ne me donnez pas des dates, ne me donnez pas des faits. Est-ce que... on peut avoir l'impression, quand on est un peu néophyte, que c'est la tendance dominante de la façon dont on raconte l'histoire en France, justement. De s'attacher aux faits, de s'attacher aux dates. Je me plaçais sur le plan néophyte, pas de la personne qui s'intéresse justement à la didactique de l'histoire, etc. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que qui participe à donner cette impression? Enfin,
Alors, dans l'un des livres qui est là, qui s'appelle Sur l'enseignement de l'histoire, je fais une histoire en fait, c'est une histoire des pratiques de l'enseignement de l'histoire depuis la Troisième République, et même un petit peu avant, et principalement à l'école primaire et dans le secondaire. Et j'ai constaté, donc je suis allée voir des sources, j'ai constaté que cette critique qui est faite à l'enseignement d'histoire, de dire ce sont uniquement des dates qu'on doit apprendre par cœur, des noms de grands personnages qu'on doit connaître et des petits textes qu'on doit réciter sans forcément les comprendre, c'est une critique en effet qui existe depuis le début. Elle est faite dès le début, elle est faite aux enseignants et elle est faite par les élèves et elle est faite aussi par l'institution qui dit mais c'est pas possible, c'est vraiment une matière dans laquelle on n'arrive pas à intéresser les enfants, on leur donne pas voilà, cette passion, ils sont tous là à dire c'est chiant. En 68 par exemple, il y a eu une enquête qui avait été menée dans les lycées et on avait demandé aux lycéens de classer les 2 matières qu'ils détestaient le plus. Alors heureusement on n'est pas arrivé en premier, c'est le latin qui est arrivé en premier, enfin on est arrivé juste après quand même. Mais quand même, avant la physique. Oui, avant la physique. Ça, et quel était, c'était marrant parce que quel était, alors évidemment on était en 68, mais quel est le grief principal qui avait été fait à l'enseignement d'histoire? Les gamins disaient, il n'y a pas assez de politique. Et en fait, quand on regarde les enquêtes qui sont faites sur l'enseignement d'histoire depuis très longtemps, parce qu'on en a depuis très longtemps, ce que disent les enfants ou les plus grands, c'est au fond, ça ne nous regarde pas. Quand un grand dit, il n'y a pas de politique, au fond, c'est ça qu'il dit. Il dit, j'aimerais y trouver de quoi penser politiquement. Et un enfant, il dit, ça ne me regarde pas. C'est vrai que ça ne me regarde pas. Alors ça procède d'une croyance extrêmement forte, qui est que les enfants vont avoir spontanément le même amour pour l'histoire que ceux qui l'écrivent, l'histoire. Évidemment, ça n'est pas le cas. Donc vous avez des gens qui font des manuels scolaires sous la Troisième République en disant « Moi, je suis un admirateur absolu de Vercingétorix et donc je vais raconter cette épopée de façon mais tellement épique, tellement enthousiaste que les enfants vont faire oh, « Je veux être Vercingétorix !» Et donc ils le théorisent, ils disent « Ça procède par l'identification, il faut projeter des modèles héroïques, etc. » Et donc les enfants vont vraiment se sentir partie prenante de ce pays, ils vont aimer ce pays. Mais c'est ignorer complètement comment fonctionne un enfant. Bien sûr qu'un enfant, il va aimer Vercingétorix, mais parce qu'un enfant, il va aimer Spider-Man, Batman et n'importe quel autre super-héros. Pas parce qu'il aura compris ce que c'est que la guerre des Gaules, qu'est-ce qui se joue, pourquoi ça le concerne. Donc en réalité, on est au contraire dans quelque chose qui extériorise énormément l'histoire par rapport à ces enfants-là, parce qu'on ne leur parle pas d'eux, on leur parle de cas exceptionnels, de grands hommes, même pas de grandes femmes, oh là là, même Jeanne d'Arc, on n'en parle que quand elle devient un peu un homme quand même symboliquement, hein. Donc c'est les grands hommes, hein, c'est tout. Donc déjà les filles, c'est pas très grave si elles sont pas très impliquées dans l'histoire, et puis les enfants, ben voilà, c'est quelque chose, ok, ben c'est une aventure parmi d'autres. C'est une belle histoire parmi d'autres, ou une histoire moins belle parmi d'autres. Et donc, ça, ils se sentent complètement extérieurs à ça pour la plupart. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, évidemment, quand on fait des interrogations sur attention, 1515, il faut bien placer, il faut bien connaître telle date, il faut bien mettre les rois dans l'ordre, comme si ça avait une importance, comme si c'était ça qui était vraiment fondamental, cette question de l'ordre. Mais pour ceux qui défendent ça, ça a de l'importance, l'ordre. C'est bien ça, c'est bien une question d'ordre en réalité. Et donc, eh ben, les enfants s'ennuient. Voilà, ils s'ennuient, ils n'apprennent pas, et c'était vrai hier comme c'est vrai aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un autre adage historique que souvent je dis aux plus petits, hein, c'est que les gens d'hier n'étaient pas plus cons que les gens d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, il est logique hein, que, voilà, ils s'ennuient quand ils font un truc chiant, et puis aujourd'hui, on s'ennuie quand on fait un truc chiant, voilà. Alors, à propos, non pas de trucs chiants, mais plutôt de la tendance à mettre en avant ces héros, ces grandes dates, etc. Vous parliez de l'institution qui pouvait reprocher ça aux professeurs, des élèves, mais un autre acteur est sur ce même type de reproche, c'est les responsables politiques, qui reprochent, pour certains en tous les cas, beaucoup aux enseignants d'avoir
apparemment, soi-disant, bazarder la chronologie, bazarder aussi l'hommage aux grands hommes. Alors je vous propose un petit extrait. Ah, vous l'attendiez tous. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu, alors ça va vous faire plaisir de le retrouver. Vous allez vous dire, ah bah justement il nous manquait. On l'avait vu. Je vois depuis des années nos dirigeants ignorer l'histoire de France, ou n'en retenir que les événements qui renforcent leurs convictions partisanes. Non, la France n'est pas née en 1789. Non, la France n'est pas passée de l'ombre à la lumière en 1981. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Non, la France n'a pas inventé l'esclavage. La France, c'est 15 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. Pas 1789, le baptême de Clovis. Bon, là, on a la totale. C'est l'entrée. Ah oui, oui, je pense que c'était fait, il l'a fait exprès pour vous, Il l'a fait exprès pour pour que moi. vous puissiez Voilà. ensuite commenter en conférence. Il l'a dit. Alors voilà, dans cet extrait qui est le lancement de la campagne politique de Fillon, de la campagne électorale pour la présidentielle de 2017 de Fillon, donc c'est au printemps-été 2016, je crois, c'est à l'été 2016, son début de campagne dans la primaire, et donc il se positionne en montrant son attachement au récit national, et puis surtout en contre, il se positionne en contre une confrérie dont vous faites partie, sans doute, Madame de Coq. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est cette notion de roman national, et puis depuis quand elle imprime le discours politique français? Alors pour bien comprendre le roman national, il faut que je vous le raconte. Donc, il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule et ses ancêtres les Gaulois. La Gaule c'était un pays complètement peuplé de barbares. Hein. Les Gaulois étaient quand même ces sauvages, assoiffés de sang, vivant dans la forêt, mangeant des sangliers, éventuellement quelques cueillettes, et absolument pas civilisés, qui, heureusement pour eux, un jour sont confrontés à une guerre particulièrement sanglante contre Jules César, contre les Romains, guerre qui a deux intérêts. Le premier, c'est de faire émerger un héros, Vercingétorix, que vous connaissez tous, qui réussit à rallier l'ensemble des Gaulois autour de sa cause. Et le second, c'est quand même de civiliser ces peuples barbares gaulois en leur apportant la civilisation romaine. Et puis, cette civilisation romaine, à son tour, s'étiole un petit peu, et heureusement, elle est sauvée par Clovis, qui, en 496, se fait baptiser à Reims, avant que tous ces barbares soient chrétiens, hein, et qui, dès qu'il s'est fait baptiser, réussit à convertir l'ensemble de ceux que l'on appelle désormais les Francs, et qui immédiatement deviennent français. Hein. Donc avec le baptême de Clovis, ils deviennent français. Et puis cette France, c'est une succession, après Clovis, de héros, ça n'arrête pas. C'est Charlemagne qui invente l'école, comme tout le monde le sait, qui invente l'Europe aussi, au passage, qui est français, hein, on ne va pas non plus faire des... Hein, bon, voilà, donc Charlemagne, il est complètement français. Et puis ensuite, met en place ce système de féodalité avec des grands seigneurs, etc., avec une France qui s'écroule un petit peu, mais qui heureusement est sauvée par des grands rois, jusqu'à, bien sûr, cet épisode absolument extraordinaire d'une femme, bon c'est une femme, c'est pas de chance, mais elle est exceptionnelle, qui boute les Anglais hors de France, et donc cette France chrétienne devient nation, hein, dès le XVe siècle, elle est nation. Et je pourrais continuer. Bon. Dans tout ce que je vous raconte, tout ça est faux, du début à la fin en fait, tout ça est faux. Vous pourrez tout prendre, tout est faux. Dire il y a 2000 ans notre pays s'appelait la Gaule est une phrase qui n'a strictement aucun sens. Notre pays, quel pays? Et puis la Gaule, ça n'existe pas. Hein. La Gaule, c'est comme ça que l'appelle Jules César, mais évidemment les Gaulois, eux, ne parlaient pas de la Gaule, il y en avait plus, etc. Bon, je vous passe le